À la une de l'actualité présidentielle anticipée du 15 septembre prochain en Tunisie, la campagne électorale a commencé ce lundi et prend fin le vendredi 13 septembre prochain. Au Burkina Faso, le verdict du procès du coup d'État manqué de 2015 est attendu ce lundi après 19 mois d'audience. Et puis, un tribunal arbitral de Londres a condamné l'État nigérian à verser 9,6 milliards de dollars de dédommagement à la société britannique PID. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Au Cameroun, l'opération d'inscription sur les listes électorales débutée en janvier 2019 a été bouclée ce 31 août, comme le prévoit le code électoral. C'est une séance de rattrapage exceptionnelle pour les citoyens ayant oublié de s'inscrire sur les listes électorales. Les listes vont être spécialement mises à jour en vue de futures élections. Reportage Narcisse Ouma. Ils sont nombreux à avoir attendu 8 mois pour se faire inscrire sur les listes électorales au Cameroun. Dans la région du littoral, avec ses 34 arrondissements, plus précisément à Douala, ils bravent en ces dernières heures des bouchons et des bousculades pour se faire inscrire. Oui, je m'inscris à ce moment de façon un peu tardive, c'est vrai, parce que là j'ai décidé de vraiment faire valoir ma voix. Dans cette très stratégique région, dont relève la capitale économique du Cameroun, comme partout ailleurs, le manque d'emplacement de certains potentiels électeurs a créé un surcroît de travail de derniers instants aux équipes d'Election Cameroun, organisme en charge des inscriptions. Mais la moisson n'est pas décevante, à en croire le délégué régional d'Election Cameroun. À l'heure où je vous parle, nous sommes déjà pratiquement dans les 100 000 inscrits. Et cela est conforme à nos projections de départ. Nous avions fixé le cap à 100 000 inscrits parce que nous souhaitions faire mieux que l'année dernière, 2018. Tout n'a pas été rose, à en croire le délégué régional du littoral d'Election Cameroun. Il y a des acteurs politiques qui ont choisi d'avoir un discours très équivoque, un discours quasiment décourageant. Qui a d'ailleurs fini de décourager certains sceptiques. Pour y parvenir, les équipes de l'Election Cameroun ont été épaulées dans quelques arrondissements de la ville de Douala par le mouvement 11 millions que dirige Cabral Libi. À noter, le droit de vote est réservé aux Camerounais ayant au moins 20 ans. Mais nombre de personnes s'inscrivent du jeu électoral pour diverses raisons, telles que la religion ou encore les soupçons de non-transparence. En Tunisie, la campagne électorale pour la présidentielle anticipée a commencé ce lundi. Elle prendra fin le vendredi 13 septembre. Les 26 candidats à la présidentielle anticipée du 15 septembre prochain ont 12 jours à compter de ce lundi pour convaincre les 7,15 millions d'électeurs tunisiens. La lutte contre le chômage qui dépasse les 15% et les moyens pour faire baisser l'inflation qui oscille entre 6 et 7%, après avoir atteint 7,5% l'an dernier, figurent au cœur des préoccupations affichées par de nombreux prétendants. Parmi le million de nouveaux inscrits sur la liste électorale, figurent 70% d'électeurs de moins de 25 ans, ce qui placera logiquement l'attention et les aides à la jeunesse parmi les priorités des candidats à la fonction suprême. Le choix des électeurs est rendu particulièrement difficile par la très courte période de campagne officielle et par le fait que plusieurs candidats de poids n'affichent pas une différence sur le fond. La campagne sera également ponctuée par des meetings organisés par les candidats dans les différentes régions du pays, ainsi que par des apparitions médiatiques et des débats, tout en respectant l'équité en termes de temps de parole imparti à chaque postulant qui brigue un quinquennat présidentiel. Le scrutin se déroule les 13, 14 et 15 septembre à l'étranger. Si aucun candidat n'obtient la majorité au premier tour, un deuxième sera organisé. La campagne en prévision du second tour débute au lendemain de la proclamation officielle des résultats du premier tour.
Au Burkina Faso, c'est en principe ce lundi que le tribunal militaire de Ouagadougou doit annoncer son verdict dans le cadre du procès du coup d'État manqué de septembre 2015. Un procès marathon qui s'est déroulé sur près de 18 mois. Après 19 mois d'audience, les mises en cause dans le dossier du procès du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso seront fixées sur leur sort ce lundi. En attendant le verdict de ce lundi, partie civile et défense espèrent chacune que le tribunal la suivra dans sa plaidoirie. Plus de 84 personnes sont poursuivies pour avoir tenté de renverser le 16 septembre 2015 le gouvernement de transition. Le parquet a requis la prison à vie contre les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, présentés comme les cerveaux présumés du putsch. Les plaidoiries ont duré 2 mois et demi dans le cadre de ce procès. Maître Olivier Yakoulni, l'un des avocats du général Gilbert Diendéré, a soutenu qu'il y avait eu beaucoup de violations de droit de la procédure. Mais nous avons malgré tout tenu à donner notre position. Nous pensons quand même que le tribunal nous a entendus, a-t-il conclu. Quant au procureur militaire, il a requis des peines allant de l'acquittement à la prison à vie. La nouvelle vient de tomber. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, accusés d'être les cerveaux du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso, ont été condamnés respectivement à des peines de 20 ans et 10 ans par le tribunal militaire de Ouagadougou. La dizaine de militaires membres du commando qui avaient arrêté les membres du gouvernement de transition pendant ce coup de force raté ont aussi été condamnés. 19 ans de prison pour l'adjudant-chef Eloy Badiel, considéré comme le chef des opérations du putsch, 17 ans pour l'adjudant-chef Nebié Dirambo, qui avait reconnu avoir mené le groupe, et 15 ans pour les autres. En ce qui concerne le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, qui avait lu à la télévision le communiqué des putschistes, il a été condamné à 10 ans de prison, dont 5 avec sursis. On reste toujours au Burkina Faso où un détachement militaire basé à Tongomael, dans le nord du pays, a été en fin de semaine écoulée la cible d'une attaque djihadiste. Le bilan provisoire fait état d'un blessé grave et de 5 disparus. L'armée burkinabé à nouveau sous les coups de feu nourris des djihadistes. La cible cette fois-ci, le détachement militaire de Tongomael, près de Djibo, chef-lieu de la province de Soum. Face à la riposte foudroyante, les assaillants auraient trop tôt été repoussés. Un ratissage de la zone a été mené. Mais le mal a été fait. Selon un bilan provisoire, au moins un soldat a été grièvement blessé au cours de l'attaque et 5 personnes sont portées disparues. Depuis 4 ans et demi, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violence attribuée à une douzaine de groupes djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. Début 2015, à ce jour, les attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l'est du pays, auraient fait plus de 500 morts. Cible favori ces derniers mois, l'armée burkinabé. Le 19 août, l'attaque contre un détachement militaire à Koutougou, dans le nord du pays, a fait à elle seule 24 morts et 7 blessés, soit l'assaut djihadiste le plus meurtrier contre les hommes en uniforme. Les forces de défense et de sécurité semblent incapables d'enrayer les attaques. Pour renforcer les rangs de l'armée nationale, le ministère burkinabé de la Défense a récemment lancé une campagne de recrutement exceptionnelle de 500 militaires sur l'ensemble du territoire. Une approche salutaire, dit-on, mais pas suffisante pour endiguer le mal. Un tribunal arbitral de Londres a condamné l'État nigérian à verser 9,6 milliards de dollars de dédommagement à la société britannique PID. La sentence donne également à la société d'ingénierie et de production gazière la possibilité de saisir des actifs internationaux du Nigeria. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, pour les détails. La décision d'un tribunal britannique dans cette affaire de contrat prétendument conclue en 2010 entre le ministère fédéral des ressources pétrolières au Nigeria et la société PID met très mal à l'aise le pouvoir d'Abuja. Le gouvernement fédéral a démenti l'allégation selon laquelle il n'avait pas défendu diligemment l'affaire.
ce qui a conduit à l'octroi d'une dette judiciaire de 9,6 milliards de dollars à son encontre pour un contrat de gaz bâclé. Le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, Lai Mohamed, a déclaré au gouvernement qu'il était invité au programme de la Nigerian Television Authority NTA, l'émission intitulée Good Morning Nadia, suivie par l'agence de presse nigériane à Abuja. Il a dit que l'insinuation dans certains milieux que le gouvernement n'avait pas défendu le cas à la fois devant l'arbitrage et devant les tribunaux était fausse et injuste. Dans un jugement pour rappel, un tribunal britannique avait autorisé une société irlandaise d'ingénierie et de gestion de projets, Process and Industrial Development, à saisir 9,6 milliards de dollars d'actifs nigérians sur le contrat échoué. La décision du tribunal était la conséquence du contrat prétendument conclu en 2010 entre le ministère fédéral des Ressources et cette société, et la décision rendue en juillet 2015 par un groupe spécial d'arbitrage siégeant à Londres en faveur de la société. Ce n'est pas vrai que nous ne l'ayons pas défendu ou que nous ne soyons pas représentés, a déclaré le ministre. Il a ajouté que le gouvernement fédéral avait réussi à faire annuler la sentence par la Haute Cour fédérale de Lagos, mais que le tribunal avait ignoré cette décision. Place à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à tous. L'événement du week-end écoulé a été le dernier hommage du peuple ivoirien rendu au roi du coupé-décalé, Didier Arafat. Des obsèques pas comme on en voit d'habitude, qui ont fait couler assez d'encre et de salive, ou du moins à la lecture de plusieurs tabloïds parus ce lundi. Hommage à Didier Arafat, extraordinaire, impensable, rapporte en gros titre aux couleurs ivoiriennes Le Jour Plus. Fraternité Matin estime que l'hommage à l'artiste était grandiose, mais avec un arrière-goût de désolation. Pour l'essor d'Abidjan, l'ultime adieu a pris une tournure invraisemblable. C'est ce que le Nouveau Réveil traduit en titre par « Obsèques grandioses, inhumation houleuse ». En effet, la profanation de la tombe a été la fausse note enregistrée lors des cérémonies d'adieu à l'artiste. Sur ce sujet, le quotidien Le Patriote nous apprend ce lundi que 12 personnes ont été déjà arrêtées, le procureur saisi et le corps du chanteur a été à nouveau enterré. Le bilan de 12 personnes déjà interpellées dans le cadre de la profanation de la tombe de Didier Arafat a été confirmé par le Nouveau Réveil qui nous donne à lire à travers ses colonnes les leçons à tirer de la vie de l'étoile filante qu'a été le seigneur du coupé-décalé. Des leçons, le sursaut en tire également, mais concernant l'ultime séparation de Didier Arafat avec son public dénommé les Chinois. Le journal placarde en manchette « Obsèques de Didier Arafat, voici les dangers qui guettent la République ». Le quotidien burkinabé Aujourd'hui au Faso, qui a également fait une analyse minutieuse de la situation, conclut à sa une « Profanation de la sépulture de Didier Arafat, jeunesse déboussolée et usufruit politique envolé ». L'intelligent d'Abidjan, consterné par les tournures comprises les obsèques, propose en gros titre « Tombe profanée, tentative de gâcher le succès des funérailles, Daichi Yorobo pardonne-leur ». Le quotidien ivoirien d'information La Voix originale perçoit autour de ces obsèques de Didier Arafat peu de lumière et beaucoup d'ombre. Au Burkina Faso, certains canards se sont intéressés ce lundi à un meeting des syndicats et des organisations de la société civile tenu ce week-end. L'Express du Faso positionne en manchette « Situation nationale, l'UAS et des OSC dénoncent crimes et mauvaise gouvernance ». Pendant ce temps, le journal Le Quotidien nous apprend que lors de ce rassemblement, une marche-meeting a été annoncée pour le 16 septembre prochain. Mais en attendant le 16 septembre prochain, le quotidien Le Pays nous informe de ce que ce meeting de l'UAS n'a été qu'un avertissement. Fin de cette revue de presse. Demain est un nouveau jour. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est également la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.